Hello, hello, transformation et bienvenue dans le podcast des magiciens et magiciennes modernes qui veulent développer et transformer leur monde intérieur pour manifester la vie de leurs rêves. On va passer dans la partie 2 de cette interview avec Jenna Blossom qui va être un voyage alchimique. Un voyage alchimique au cœur de son être, au cœur de sa personnalité pour savoir un peu en fait quelles sont les clés, quelles sont les choses essentielles qui lui permettent de mener une vie épanouie et de le lâcher prise tout simplement. On va aborder comment garder assez d'espace et de temps sur soi dans une société de la distraction, de la surinformation, comment être plus spontané et ne pas se laisser emporter dans son mental, comment se relier au spirituel au quotidien, comment développer une foi en la vie, qu'est-ce qui fait que Jenna, elle, peut s'y relier très régulièrement et bien plus pour les curieux. Je te laisse écouter cette partie 2 de l'interview qui est tout simplement géniale et comme la première partie qui est ultra fluide et authentique. J'avais appelé ça voyage alchimique, parce que j'aime beaucoup l'alchimie, je suis un gros fan d'Harry Potter, mais d'Harry Potter au sens vaste même de l'alchimie et de tous les messages un peu cachés, parce que J.K. Rowling elle a rien fait par hasard, elle parle de choses qui sont très profondes, des mythes anciens. Et pour moi l'alchimie c'est pas transformer le plomb en or, ou alors si c'est le plomb en or, le plomb c'est tout les crap, la merde en fait qu'on a en nous, les blocages, les choses un peu négatives, et l'or c'est le léger, la lumière, le fluide, l'amour en fait. Et l'alchimie pour moi c'est une science de je transforme les choses en moi et je deviens léger, et une fois que moi je suis devenu léger et complet, et ben je peux rayonner un peu comme un phare de lumière, et tiens je peux éclairer les gens, mais c'est pas moi la lumière, c'est juste que en fait par qui je suis j'impacte, comme nous on est impacté par des gens géniaux, par qui ils sont et pas forcément par ce qu'ils disent. Et du coup j'avais une première question, c'est que oui, tout ça c'est bien, mais on vit. Ça me le rappelle encore plus qu'en fait j'étais dans des villes plutôt calmes, et là je reviens à Paris, les gens sont énervés, ils me doublent, ils me regardent comme ça, comme s'ils allaient me faire un doigt ou qu'ils allaient descendre pour me tabasser. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, Paris c'est quand même particulier. C'est clair, je te fais pas dire. Et du coup, c'est la surstimulation, la surdistraction. Et toi, comment tu fais pour tout ce dont on a parlé pour garder cet espace, pour garder cette bulle protectrice alors que on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de choses autour de nous? C'est marrant parce que j'ai écrit une newsletter que j'ai envoyée ce matin. D'accord. Et je parlais justement ça, de revenir à l'essentiel et de trouver son ancrage et ses racines, même si moi actuellement je suis nomade et je vis avec une valise et je suis tout le temps à droite à gauche, et en fait on m'a bien expliqué là-haut que s'ancrer, trouver ses racines, se sentir dans son alignement, on pouvait le faire partout parce qu'il suffisait qu'on le fasse avec nous-mêmes en fait. Donc ça rejoint complètement ta question sur effectivement, trouver, c'est comment t'as appelé ça, sa bulle de protection, je sais pas, ouais, en fait, je dirais que c'est être fidèle à soi-même autant que possible. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais c'est si j'ai envie de quelque chose ou si j'ai pas envie, je me respecte. Donc, je pense qu'on peut vivre dans une ville aussi, aussi animée, mouvementée que Paris. Tout en étant dans son ancrage, dans son alignement et en se sentant à sa place, en fait, en se respectant. C'est pas parce que tout le monde est énervé que vous êtes obligé d'être énervé. Bon, après, ça peut être prenant. Ouais, c'est ça. Après, je te dis pas que c'est clair que je m'observe des fois et ça me fait rire. Je rentre de voyage et si les gens marchent doucement, moi j'ai envie. Tu sais, quand les gens marchent vite, toi t'arrives ouais, tu peux marcher vite. Et naturellement, je vois, je me mets à reprendre le rythme de Paris d'habitude, quoi. Enfin, dès que j'arrive ici. C'est pas grave, c'est comme ça. Après, je m'en fais pas tout un truc non plus, mais je pense que toujours, ça va être, je pense, le leitmotiv un peu de cette interview, mais quand t'es dans ton rythme à toi, dans ta fluidité, t'es pas... t'es moins, en tout cas, agressé par le monde extérieur. Et t'as moins envie d'y répondre de la même manière, parce que t'es toi, t'es ancré. Je dis pas que c'est... Oui, voilà, que c'est réglé et à 100%, pas du tout, mais par contre, t'es moins en réaction par rapport à ce qui se passe, parce que toi, t'es déjà beaucoup plus en paix avec toi-même. Et... C'est une clé, ça, ce que tu dis. De pas réagir, mais plus d'agir, c'est-à-dire par soi, c'est ça, par plutôt toi, que par ce versus, qui vient en face. versus par rapport aux autres. Ouais. Et oui, des fois c'est pas facile quand
t'as quelqu'un qui bloque les escalators parce qu'il sait pas qu'il faut se mettre à droite à Paris dans les escalators parce que les gens sont pressés. C'est clair, c'est tellement stupide comme truc. Et pourtant, ça a le don de, quand t'as pas le temps, de te dire mais attends, bouge, mets-toi à droite, il y a des gens qui veulent monter. Mais ça peut être un test. Mais en fait, c'est ça, et je me dis, finalement, dans une ville comme ça, à chaque coin de rue, il y a. Tester, quoi. Ouais, et en plus, honnêtement, pour avoir vécu à Paris depuis très longtemps, quasiment toute ma vie, on peut vivre en paix dans une ville soi-disant aussi antipathique et stressée que Paris. En tout cas, moi j'ai aussi un mode de vie qui est le mien, que j'ai choisi. J'ai connu Paris aussi en travaillant et tout ça, mais on peut être aussi cool. Et voilà, ce matin j'ai pris le métro, c'était l'heure de pointe par exemple. J'avais ma musique et j'étais détendue, même si on était tous serrés comme des sardines, et voilà, et je me suis fait une petite méditation debout dans le métro, enfin voilà, un petit lâcher prise. Et c'était pas, je me suis pas sentie agressée par ce monde, la chaleur, c'est essentiel ce que tu dis, parce que tu dis voilà, je méditais dans le métro. Et en fait, tu laisses pas le monde extérieur, parce que souvent c'est ça, c'est que les gens laissent le monde extérieur les définir, ils disent ouais mais tu te rends compte, c'est stressant, il y a plein de gens dans le métro, du coup comment je pouvais être de bonne humeur. Quand je t'ai fait à Paris, je faisais pareil, en fait, je méditais dans le métro tout le temps, et les gens me disaient mais tu peux pas méditer dans le métro. Je me disais bah si, c'était encore plus cool en fait de voir que je pouvais méditer dans le métro, et maintenant il y a un bébé qui pleure, avant j'aurais été là, moi je médite et je me calme, je me dis bon il n'est pas moi. Tu go with the flow. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, tu peux rien, Mais toutes ces notions de avoir une bulle protectrice, d'être en paix avec soi et de pas laisser l'extérieur se définir. Et comme tu dis toujours, en fait, on en revient à la même chose, mais te définir par toi, t'es complète en toi, et c'est ça qui te motive, c'est ça qui te donne de l'énergie, et c'est ce qui fait que tu es un peu, entre guillemets, mais inébranlable. J'avais fait un podcast qui s'appelait Comment développer la force tranquille de Maître Yoda, parce que tu disais, je réagis pas. Enfin, je suis pas dans la réaction, et c'est ça, c'est une clé de vie. Moi aussi j'essaye, forcément, je suis un humain, il y a des fois où je réagis comme un con, et je fais pareil que l'autre automobiliste, et après je me regarde, je fais non mais je fais vraiment n'importe quoi, donc ça redescend. Ça m'arrive encore quelques fois, mais c'est de se dire le plus souvent possible, j'agis en fonction de ce qu'il y a en moi, je fais monter mes belles choses, mes vertus, et le reste je le renvoie pas. C'est pour dire, même maintenant quand on m'envoie de l'agressivité, je vais y arriver, ou quelque chose un peu négatif, avant j'aurais fait le miroir, donc renvoyer la même chose, mais sinon ça n'évolue pas. Et c'est comme dans une embrouille, dans une histoire, c'est au plus intelligent de changer les choses. Et maintenant, je ne dis rien, je souris, et intérieurement, mais vraiment, j'envoie de l'amour à la personne. Ouais, ce que j'allais dire. J'envoie de l'amour, et vraiment, je lui dis, je t'envoie de l'amour, moi aussi parfois j'ai été con, et c'est normal, on est tous parfois le con de quelqu'un d'autre. Ça va bien se passer. C'est ça. Et du coup, ça peut paraître fou et un peu bizarre, même encore plus de la part d'un mec, de dire ça, mais en vrai je le fais et ça marche. Déjà moi ça m'apaise, je me prends pas la dose de négativité, donc l'autre je lui renvoie pas ça. Il y a même des fois où les gens après ils se détendent quoi. Ouais, donc, c'est ça, oui, parce que tu casses tu casses l'énergie en fait, exactement. Et du coup tu viens déstabiliser, et d'un coup il y a des gens qui se métamorphosent devant toi. Ça arrive souvent, tu sais, dans l'administration, enfin dans toute la bureaucratie. Ça souvent. Quand t'as quelqu'un, c'est ça, mais c'est un truc de ouf parce qu'ils ont tellement de gens over saoulant toute la journée que toi t'arrives et c'est ça. Et donc ils sont pareils comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, non, on fait pas, machin. Et après tu vas une action, une parole, un sourire ou un truc et tout d'un coup ils vont changer de visage. Et ça c'est le pouvoir énorme de créateur qu'on a, d'arrêter de croire que tout est figé et de se dire en tant qu'acteur, en tant qu'émetteur de fréquences, de mots, j'ai le pouvoir de changer tout ça. Il faut pas se dire lui il est con, peut-être qu'il a une mauvaise journée, on sait pas, mais ça tombe en lui souriant, en disant une bonne chose, et ça c'est valable pour tout. L'intention qu'on émet, elle peut tout changer. C'est totalement énorme. C'est bien, on va être hyper inspiré, on va retourner dans la rue et tous les gens qui vont être un peu stressés. Non, moi je le faisais là pour me calmer, et même celui là sur la route là, en venant ce matin, qui m'a regardé comme ça et tout. J'ai souri, mais il a dû croire que... Tu lui as envoyé un petit bisou. Il a dû croire que je souriais d'un air narquois, quoi. Mais en fait, je me suis retourné en mode non, il n'y a rien. En plus, c'est lui qui était en train de créer un accident, pas moi. Et en fait, au final, il aurait pu continuer. Puis il était à côté de moi après, c'était marrant au feu. Puis il disait rien, il se sentait voilà, je me calme. Quoi. Donc, bon. Et du coup, il y avait la question d'après qui était à propos des barrières et des freins du mental, mais on a déjà expérimenté tout ça. Du coup, je veux sauter la question et aller plus sur. Même avant de te rencontrer en vrai, je voyais qu'il y avait un côté ultra, justement, j'ai mis fluide, c'est marrant, et intuitive. Et
Quelle est la question que je voulais poser? Voilà. Quelle est la place de la méditation et des activités qui te relient à l'invisible dans ta vie quotidienne? Parce qu'encore une fois, c'est le rapport entre le concret et le ciel. Et j'imagine que pour être quand même bien dans l'intuition, dans l'intention, dans ces énergies-là, tu dois avoir tes petites routines, tu dois avoir tes petits tips, tes petites astuces, tes petits rituels que tu fais même de temps en temps et que tu fais assez régulièrement, quoi, qui te permettent de te connecter à ça. Ouais, c'est sûr. Je suis pas du tout une personne routinière dans le sens où D'accord. mes journées ne se ressemblent pas et mes matins ne se ressemblent pas. Donc, Ok. en tout cas, je fais pas par exemple un truc vraiment tous les matins. Souvent, je médite, mais il y a plein de fois où c'est pas, enfin, je me lève pas tous les matins en méditant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça m'arrive pendant des périodes et des fois non. Mais en tout cas, ce que je fais tout le temps, c'est d'être toujours en connexion, consciente ou inconsciente. Je vais un peu expliquer ça. C'est-à-dire que déjà, il y a un dialogue, pas quasi permanent, mais très souvent, entre moi et la vie, moi et l'univers, moi et mes guides, ça dépend comment on veut mettre les choses, mais du coup, ça va être quand je vais faire quelque chose d'agréable ou qu'il va se passer quelque chose de beau, je vais être là, merci, c'est trop bien, génial, enfin voilà, une forme de remerciement. Et en même temps, ça va être quand j'ai voilà, des réflexions, des questions, des choses comme ça, où je vais m'en décharger et je vais leur dire aussi, c'est-à-dire que je vois, ça me saoule, prenez-le en charge, montrez-moi ce que je dois faire, enfin je vous fais confiance, enfin tu vois, ça peut être des choses comme ça où je suis guidée naturellement vers la bonne évolution de la situation, etc. Donc ouais, voilà, donc il y a ce dialogue, on va dire permanent, on va dire dialogue, c'est de deux côtés, donc il y a moi qui parle et comment je le reçois. Alors des fois c'est des phrases très claires, des fois ça va être des visions, des choses un peu plus subtiles, des ressentis profonds, genre de la connaissance, dans l'idée où je sais que c'est ça et c'est vraiment un savoir entre guillemets, enfin quelque chose que je vais un peu télécharger, une information. Et après c'est aussi juste mais toujours cette idée de fluide c'est l'heure de partir, des fois je regarde même pas l'heure, juste c'est l'heure de partir. Et comme par hasard, il va y avoir un problème de train ou j'en sais rien, et j'aurais été en avance. Tu vois, tout à l'heure on devait se retrouver, je me suis dit, j'ai même pas regardé l'heure, après je me suis dit merde, j'aurais été en avance au moins 10 minutes, et en fait t'étais déjà là, enfin, et on a eu la salle en avance. Et ce qui est trop marrant, c'est que en fait, je suis arrivé, c'était fermé. Et j'aurais pu stresser. Moi avant j'étais plus comme ça, vachement mental et tout. Et là je me suis dit bah non, parce que je pense qu'elle va arriver, je le sentais en fait. Et puis voilà, encore une fois, tout s'est goupillé, même de comment je suis parti. Au début je m'étais dit je prends un blablacar, puis après je me suis dit non, je vais prendre ma voiture, je vais être tranquille. Mais tout s'est fait plutôt fluidement parce que justement je suis en connexion. Et du coup, tout se fait comme ça, et à chaque fois quand je le fais en connexion, les gens me disent, il y en a en plus que ça fait criser autour de moi, ils disent mais comment tu vas faire, c'est n'importe quoi, t'es trop préparé, voilà. Et en fait tout se passe encore mieux, je rencontre les bonnes personnes au bon moment, et du coup les gens ils disent ouais c'est bizarre, mais et ça m'arrive super souvent parce que je suis connecté. Oui, c'est ça, exactement. Tout se fluidifie en fait sur la route, quoi. Ouais, complètement. Mais ça demande justement de un peu lâcher. Oui, en fait ça se pratique, c'est pour des petites choses au fur et à mesure, mais c'est vraiment un truc du quotidien, donc ça c'est un truc que je fais tout le temps. Après bien sûr je fais souvent des méditations silencieuses, ou alors souvent il y a des moments où je reprends conscience de moi-même, c'est-à-dire je vais marcher dans la rue ou j'en sais rien, ou je fais autre chose, et d'un coup je me replace mon attention à l'intérieur de moi, pas dans mon corps, mais vraiment dans, là par exemple je suis en train de le faire, juste comment est-ce que je me sens à l'intérieur. Là, je sens que je suis détendue, que je suis bien, j'ai pas de préoccupations, en plus j'ai bien dormi cette nuit pour une fois. Voilà, je suis un peu insomniaque, je dors pas. J'ai dormi 6 heures, 6 heures c'est bien. Non, enfin voilà, juste je replace mon attention à l'intérieur de moi, et du coup, en fait, là je sens tout de suite s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un truc qui va, si je me sens, tu vois. Et du coup, voilà, exactement. Et des fois, je sens qu'en fait, il y a une petite tension, il y a un petit quelque chose, et du coup, je respire et tu vois, je travaille dessus et je le détends. Et en fait, je prends conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui me gêne ou qui va pas. Et en fait, bien souvent, on vit avec ça bien plus fort, mais on ne prend jamais le temps d'écouter. Et souvent, on dit ça et on se dit bah non, parce que des fois, je fais rien. Mais en fait, c'est pas vraiment le temps. C'est juste, on fait jamais juste cette petite effort, cette petite chose de revenir à l'intérieur de nous et de se dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi maintenant. C'est juste ça. Et en fait, après, ça devient plus ou moins un automatisme où en fait, on est conscient de ce qui se passe en nous. Et quand on est conscient de ce qui se passe en nous, quand il y a une idée qui arrive,
on sait l'accueillir, on la voit tout de suite, on en a tout de suite conscience parce que ouais, je sais pas trop comment dire, c'est comme si on avait allumé la lumière à l'intérieur de nous. C'est comme un détecteur de vérité. C'est ça. C'est oui ou c'est non. Ouais. Et c'est tout ce qui m'arrive, en tout cas moi, les opportunités, ce que je dois faire, c'est une sorte de sensation dans le ventre. Il y en a, c'est différent, en fait, ça dépend, mais c'est à l'intérieur pour tout le monde. Et c'est oui, c'est non, fais comme ci, fais comme ça. Et en fait, ça vibre comme s'il y avait un feu vert qui s'allumait ou un feu rouge. Et encore une fois, là, ce qu'on dit, et c'est souvent le cas pour les choses qui marchent vraiment, c'est simple, c'est fluide, et du coup il y a même des gens qui vont même pas essayer parce qu'ils vont dire mais c'est trop simple, moi je veux la recette magique. Et souvent en fait on veut des choses qui brillent, on veut le truc avec un papier cadeau, et on se dit mais non mais c'est beau ton truc de lâcher prise, de m'écouter, mais moi je veux être heureux dans la vie, je veux être épanoui, donnez-moi la recette magique de Tony Robbins, comment il fait. Et en fait non, c'est à portée de tout le monde, et c'est comme la méditation par exemple. Toi tu pratiques, je sais pas ce que ça t'apporte concrètement si on allait sur les différents niveaux. Moi j'ai commencé par exemple parce que ça m'empêchait de trop penser, j'avais un mental trop envahissant, c'était vraiment très chiant, et ça a marché, mais en fait j'étais pas prêt à tout le reste que ça m'a apporté. Ça m'a apporté, voilà, j'ai des énergies, j'ai des intuitions, même parfois c'est des sortes de voix vraiment qui me disent de faire des choses ou d'enregistrer un contenu. Et parce que ça fait 5 ans maintenant que je médite, comme toi je me force pas, je suis pas un méditateur 3000, s'il y a un jour que je dois sauter, je le saute. Par contre j'ai très souvent l'impulsion, donc quand l'impulsion vient, je la suis. Mais souvent ça je saoule les gens depuis 5 ans avec la méditation, parce que c'est une des choses les plus simples, les plus accessibles, et pourtant qu'on est très peu à faire, même si c'est cool, ça se démocratise de plus en plus, et qui est pas faite par pourtant plein de gens qui me demandent comment ils pourraient régler la surmentalisation, le fait de trop stresser, le fait de ne pas avoir de recul et de connaissance de soi, alors que la méditation, c'est pas une méthode miracle, mais ça t'aide à faire tout ça. C'est juste que ça te demande de la discipline, parce que c'est le plus dur, c'est au début, de te mettre à méditer au début. Parce qu'au début, moi en tout cas, pour moi c'était une galère, c'était compliqué, je n'avais aucun bénéfice à méditer au début. Parce que c'est s'arrêter et c'est mettre un frein dans la roue mentale permanente qui tourne et à laquelle on est addict aussi, parce que c'est... Et puis c'est pas agréable, on est dans une société où tout doit être agréable direct, c'est comme quand j'ai commencé à faire du vélo, je tombais tout le temps. Mais pourtant sans tomber tout le temps, maintenant je sais faire du vrai vélo, sans mes roulettes, mais j'ai dû passer par ça. C'est bien. Je suis content. Et c'est comme le vélo d'ailleurs, j'avais pas pensé à ça, mais ça s'oublie jamais. Et la méditation, parfois j'ai des périodes où je remédite, parfois je médite tous les matins, je remédite pas 2 semaines, 3 semaines, mais paf, je refais une méditation, et en plus ça se raccourcit. Avant il me fallait une demi-heure pour atteindre un état profond, maintenant en 5 minutes parfois je suis rechargé. J'ai l'impression qu'en fait je suis rechargé. C'est beau la façon dont t'en parles, ça donne envie sur l'énergie. Pour ceux qui écoutent, je suis sûre de tout de suite de s'y mettre juste à la fin du podcast. Bon, en tout cas, du coup, allez écouter. De toute façon, elle se trouve facilement parce qu'elle remonte bien, mais les méditations de Jenna Blossom, elles sont vraiment, vraiment top. Merci. Matin, soir, que ça soit les préoccupations ou pour bien commencer la journée, elles sont vraiment top. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'elles sont courtes comparées à d'autres, et du coup, que ce soit avant d'aller au taf ou quoi que ce soit, on a le temps de les faire. Et guidées. Donc en fait, on n'a rien à faire, on met dans les oreilles. En plus, t'as une voix qui est vachement bien pour ça, tu vois, on se relaxe direct et il n'y a plus de mental. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, je vais quand même enchaîner sur des questions, même si ça s'allonge un peu cette interview, mais quelques dernières questions. Vas-y. Par rapport en fait, justement à ce voyage alchimique, bon forcément tu es un peu en train de les réaliser, j'imagine, mais parce que justement je parlais des rêveurs bâtisseurs, et pour moi les rêves c'est ultra important parce que justement toutes les grandes choses qui ont été faites sur Terre, ça a été des rêves, des imaginations, des plans que des gens ont osé mettre dans la réalité. Et quels étaient tes rêves d'enfant, ou même en fait tes rêves d'adulte, ceux que tu as commencé à faire, et même s'il y en a que tu as commencé à faire, est-ce que ça te porte à rêver plus grand? Quels sont tes rêves, tes grands rêves, tu vois, pas les petits, mais vraiment les choses qui sont ultimes, les rêves ultimes que tu as, un peu? C'est une belle question parce qu'il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, je vais vraiment, comme on dit en anglais, à hit point, c'est-à-dire je suis arrivée à un moment où je me disais, bon, il faut vraiment que je me reconcentre et que je retrouve un peu mes grands rêves parce que assez jeune, j'avais finalement réalisé, en fait, c'est pas des rêves de fou, mais un peu tous les rêves que j'avais envie de réaliser de ma vie. Et j'ai fait assez jeune. Donc les rêves, disons, tu me demandais mes rêves d'enfance. Mes rêves d'enfance, c'était de savoir parler anglais aussi bien que je parle le français. C'est cool. Ouais, voilà, de lire, enfin voilà. Donc ça y est, ça s'était réalisé. Ça a été d'aller en Inde, ça s'est réalisé. Ça a été d'écrire un livre, ça s'est réalisé.
Donc, c'est le rêve de beaucoup de gens en plus. Ouais, moi j'étais une gamine, je passais ma vie à lire, moi aussi, ma vie entière. Hein. J'avais des interdictions parce que je lisais la nuit, je voulais pas manger. J'avais un sac de tortue, ouais. je lisais trop la nuit, j'avais des cernes énormes. Du coup, je me faisais engueuler. Et anecdote marrante, je me suis fait engueuler. Et donc, mon père m'amène au conseil de classe avec ma prof, j'étais en 5ème. Ouais. Et puis là, elle sort un truc de sous son bureau, elle fait ah non, mais moi aussi, Harry Potter 5 est sorti. Quoi. Mais ouais, je vais te couper, mais ouais, c'est. Ouais, ben voilà, c'est Bookstorm. ça. Ouais, exactement. Donc ça a été un peu mes rêves principaux. Et aujourd'hui, enfin, après mes rêves, mes grands rêves, c'est pas une question facile. Et en plus, c'est un travail que je fais souvent en stage, en atelier, etc. Ça demande vraiment de se dire, en fait, avec quelle réalité on raisonne vraiment. Et je dirais que mes rêves d'aujourd'hui, ce serait de permettre au plus grand nombre possible de réapprendre à s'écouter. En fait, mon rêve vraiment, ça serait de vivre dans un monde où on s'écoute. Et on s'écouter, ça veut juste dire être... En fait, on est tellement plus en paix quand on s'écoute, il y a plus de frustration vis-à-vis des autres, il y a plus de... On a beaucoup moins de ressentiment et de rancœur avec les autres. Ça existe même plus. Ouais, c'est ça. On est beaucoup plus en paix, en fait. Le monde est plus en paix. Donc, on va dire que mon rêve, ce serait ça. De vivre dans un monde hyper peace, où tout le monde est cool, et voilà. Donc j'ai bien conscience que ce sera peut-être pas dans cette vie-là, mais on va dire, en tout cas, dans mon monde à moi, dans les gens qui sont autour de moi, c'est un peu ce à quoi j'aspire. Et en tout cas, on va dire que mes rêves concrets, en fait, pour l'instant, j'ai pas de rêve, on va dire, concret, dans le sens où je veux absolument matérialiser ça ou réaliser ça, tu vois. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais parce qu'en fait, je me sens bien... dans ce que tu fais maintenant. Ouais, en fait, c'est ça. Je sais que mon niveau de bonheur... ma joie, elle peut être décuplée à un moment de réussite, à un moment de satisfaction personnelle, etc. Mais finalement, mon bonheur, il sera pas 1000 fois plus grand le jour où, tu vois, le jour où j'aurai trouvé cet appartement. Je serai hyper contente et c'est ce à quoi j'aspire, mais je vais pas te dire c'est le rêve de ma vie. Parce que c'est juste là, mon âme, elle aspire à trouver un lieu dans lequel je me sente bien, et je sais que ça va finir par se faire, et c'est un beau projet qui m'amuse et qui qui occupe ma vie en ce moment. Mais c'est pas mon mais je comprends rêve, ce que tu dis. vois. En fait, il y a les rêves, mais le rêve doit être dissocié du fait d'avoir du plaisir. Et moi, c'est quelque chose dont je prends conscience en ce moment. Ça m'arrive hyper souvent de phaser. En fait, je suis dans un moment de vie avec d'autres gens. J'ai la chance en ce moment d'être vraiment bien entouré. Et je m'arrête comme ça. Et en fait, je me dis, ce moment, je le vivrai plus jamais. Il est juste génial. Et en fait, bien sûr que je suis pas encore là où je veux en arriver, j'ai des grands idéaux, j'aimerais vraiment pouvoir faire un truc cool, une communauté cool. Ouais. Mais par contre, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, ça se reproduira plus jamais, et que c'est pas parce que j'y suis pas encore. En fait, non, aujourd'hui, c'est génial. Et d'ailleurs, souvent, quand on pense aux souvenirs, je sais pas si tu te rappelles pour toi, mais moi, ou quand on se raconte avec des amis, la famille, les souvenirs, les belles choses, c'est même parfois des galères, ou c'est même parfois quand c'était pas parfait, et pourtant ça devient les meilleurs souvenirs. Donc en fait, les rêves c'est bien, mais en fait quand je pose la question, c'est plus une sorte de vision. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, que tu fasses ce rappel, que c'est pas parce que t'es pas encore dedans que du coup t'es pas heureuse. Ouais, c'est ça. Et puis bien sûr, moi aussi j'ai une vision. En fait, je crois c'est toujours la même vision, mais qui grandit au fur et à mesure qu'on dépasse les plafonds de verre. Maintenant, je suis pas du tout... au niveau je suis pas Tony Robbins, j'ai un tout petit succès, quoi, tu vois, mais et chacun a son succès. Non, mais c'est ça, en fait, je me dis juste, en fait, j'ai juste envie de continuer de faire ce que je fais, enfin, même si je sais que ça va prendre des formes différentes, et juste envie de continuer de m'amuser et de vivre des beaux moments avec des gens intéressants, et que peut-être les messages qui, moi, me portent puissent toucher, aider, accompagner et inspirer plein d'autres gens. Et du coup, effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est une vision plus grande. Moi, on va dire, mes rêves, si vraiment il faut dire des trucs concrets, vu que j'adore lire et écrire, c'est d'écrire plein de livres. Donc on va dire que ça serait plutôt ça si je devais. Mais en réalité, j'en ai écrit un, ça y est, c'est fait. Après, c'est juste la vision qui grandit, tu vois. Donc en fait, l'entrepreneur qui est au niveau 0, qui est juste le jour où il a fait la démarche administrative d'ouvrir son entreprise, en fait, il est exactement dans le même rêve que celui qui a multimillionnaire et déjà effectué énormément de choses, sauf qu'il est juste, sa vision, elle est juste pour l'instant beaucoup plus petite et plus
voilà, dans son domaine d'action, c'est petit par rapport à celui qui est déjà extrêmement loin. Et pour lui, c'est déjà bien, il est sur son chemin. En fait, c'est ça. La vision, elle ne va faire que grandir. Donc voilà, ma vision, c'est de continuer à faire grandir ce que tu fais. Voilà, c'est ça, à inspirer et puis à grandir moi personnellement. C'est surtout ça aussi, de continuer mon voyage alchimique personnel aussi. C'est cool. Bah ouais, c'est un voyage alchimique et ce que tu dis, j'aime bien. Et ça rejoint une question en fait. Parce que ce que tu fais, t'as beau le faire pour toi, mais il y a quand même tu impactes des gens concrètement à se transformer. Souvent en fait, je dis souvent au début de mes vidéos, je sais pas pourquoi, hello transformation, c'est le mot en fait qui me définit. J'adore la transformation parce que comme tu dis tout le temps, la vie elle est en mouvement, la transformation c'est l'alchimie, c'est devenir meilleur, c'est grandir. Et toi, quel serait le message là si quelqu'un là dans ses oreilles supporte nos conversations depuis pas mal de temps et continue d'écouter et se dit ouais moi aussi j'ai des rêves mais franchement j'ose pas, parce que cette personne en fait elle se limite. Et toi, avec empathie ou de ton point de vue, même quand tu vois des personnes comme ça, c'est quoi ton message à ces gens qui ont des rêves mais qui se limitent, qui se bloquent, qui ont peur En fait, je dirais à cette personne que c'est comme le perfectionnisme, tu regardes ta vision à beaucoup trop long terme en te disant qu'il faut que tu sois déjà cette personne-là et que tu sois déjà à ce niveau-là tout de suite et que ton rêve il existe déjà maintenant, même à l'état minuscule, c'est-à-dire que ton rêve c'est d'écrire un livre, t'écris une ligne, ton rêve il est déjà en train de se matérialiser même si c'est une ligne. Donc se rappeler aussi que notre rêve on n'a pas tout de suite à faire le big step qui va changer notre life et qui va faire qu'on va être complètement on va quitter notre job, déménager, etc. Ça peut être le cas, mais on peut commencer avec une mini-action et pas en se disant ok c'est une mini-action mais vers ce rêve qui est tellement loin, etc. Mais encore une fois, juste une mini-action parce que cette action-là elle nous plaît. Et J.K. Rowling elle a commencé par raconter des histoires à sa fille. Et raconter des histoires à sa fille, c'était pas ok c'est parti, je vais écrire une série de je sais plus combien, 9 livres, maintenant il y en a plus, qui vont être les livres les plus vendus de la planète et je vais être la femme la plus riche du monde au-dessus de la reine d'Angleterre. Non, elle s'est pas dit ça, c'était impossible, comment elle aurait écrit avec cette pression là. Donc, c'est clair, elle l'aurait pas fait en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et avec des rêves plus petits en tout cas, c'est aussi de se dire à chaque fois qu'on avance un tout petit peu, mais c'est génial. Je suis en train d'aller vers qui je veux c'est ça. Et puis, c'est de plus en plus tangible, en fait, cette réalité-là. Par exemple, dans l'apprentissage d'une langue, moi, j'aime beaucoup les langues. Et je trouve toujours ça extraordinaire et absolument grisant quand tu comprends un mot ou quand tu arrives à lire un autre alphabet ou quand tu te... Quand voilà, ça y est, t'arrives à dire quelque chose, c'est extraordinaire. Alors oui, c'est clair que t'es pas en train de lire Tolstoï en russe ou en train d'avoir une conversation en mandarin au fin fond de... Pas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais et ce que tu dis, c'est c'est ultra intéressant et surtout impactant dans le sens où c'est ce qu'on manque beaucoup dans les rêves, dans les visions. Moi, à un moment, je m'étais dit, faut que je devienne bilingue en anglais parce que je savais que j'irais sûrement à l'étranger. Et pareil, c'était grisant, je faisais Duolingo et même Rise tous les jours, je sais pas combien je crois que j'ai duré des centaines de jours, parce que c'était important pour moi, mais pareil, genre je comprenais des nouveaux mots, et c'était grisant, et c'était tout aussi grisant ce que j'avais dit, je serais bilingue le jour où je pourrais philosopher en anglais. Et une fois en fait j'ai eu une conversation avec une amie qui est californienne, en plus qu'un bon accent et tout, mais bon j'avais l'habitude, bref, mais on a discuté 8 heures en anglais de choses super profondes, alors qu'au début c'est ce qui me bloquait vu que c'était pas ma langue natale. Mais pourtant ça a été aussi grisant que les petites portions de Duolingo et de Memrise que je faisais chaque jour, parce que qu'est-ce qui me faisait du bonheur en fait? C'était pas le grand rêve, c'était le sentiment d'évolution. C'est ça. Et donc en fait, ça c'est une équation que j'avais trouvée je sais pas où, évolution égale bonheur. C'est peut-être un peu simpliste, mais c'est vrai que quand tu te sens en évolution, même la petite évolution, t'es heureux. Complètement. Parce que t'avances. Oui, parce que l'être humain il déteste la stagnation. Et en même temps on cherche aussi à s'enfermer par peur. L'ego préfère l'immobilisme par peur, mais en vrai on a toujours envie on est des explorateurs nés. Un enfant il explore, il met tout dans sa bouche, il veut tout voir, il veut tout goûter, il veut tout entendre, il veut toujours aller plus loin, et c'est ce qui fait que ça le pousse à se mettre debout, de passer à 4 pattes à debout, parce qu'il a cette nature profonde d'explorer le monde qui l'entoure. Exactement. Et en fait, qu'il faut pas perdre. C'est ça, et en fait on est toujours des explorateurs en étant adulte. Mais souvent on oublie. On se dit non, c'est bon, maintenant on est settled, on est tout bien, on a notre petite routine, et voilà, mais
Explorer, ça veut pas dire faire le tour du monde forcément, ça veut dire explorer une nouvelle langue, découvrir des personnes nouvelles, prendre des cours de cuisine. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, s'ouvrir à une autre façon de voir les choses, prendre un autre chemin pour aller au boulot, enfin, c'est juste ça. Sortir et briser la routine, c'est vrai que c'est super important aussi. Et c'est là que la magie de la vie, elle revient. Parce que quand il y a la routine, il n'y a plus de magie. Bah oui, c'est ça, parce qu'on est en train d'anticiper en permanence ce qui se passe. Robots, quoi. C'est ça. Et en plus, du coup, on a cette vibration de on sait ce qui va se passer et on attend exactement que ce soit ça qui se passe. Et du coup, on est en plus frustré si ça n'arrive pas. Il n'y a pas d'ouverture possible à, comme tu l'appelles toi, la magie de la vie, c'est une danse constante normalement, mais le fait que ça soit magique et que ce soit une danse, c'est que tu sais jamais ce qui arrive, tu sais jamais qui va venir te parler, ce qui fait que c'est là que tu es dans le vrai, dans l'état d'être, parce que tu dois être, parce que tu vas devoir rebondir sur quelque chose que tu connais pas, alors que quand tu es en train de rebondir sur une routine, t'es pas dans l'état d'être, tu es dans ton vieux schéma qui fait que de répéter. Complètement. Enfin bref. et du coup, j'ai une dernière question, et puis après on pourra clore. C'est... J'en ai deux, mais je vais en poser qu'une parce que en fait j'ai une question sur les obstacles et une sur les 3 clés pour les vies épanouies, mais on en a donné pas mal des clés, donc je pense qu'on en a eu assez. Mais quel a été toi parce que moi je sais que c'est des choses qui m'ont baffé mais appris énormément et ça a fait que je suis devenu vraiment une personne meilleure, enfin je pense. Et quel a été ton plus gros obstacle dans la vie mais surtout pas forcément de se stopper sur l'obstacle, mais de ce que tu as appris cet obstacle, de ce qu'il a changé. Est-ce qu'il a modifié ta trajectoire ou est-ce qu'il t'a fait penser différemment? Comment il t'a transformé tout simplement? En fait, à cette question, on pourrait d'abord penser, forcément le mental tout de suite il dit c'est quoi les pires choses qui te sont arrivées dans ta vie? Donc forcément on va se dire des maladies, des deuils, des divorces, des choses comme ça que j'ai vécues dans ma famille proche. Mais en fait, c'est très 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 personnel. Le plus gros obstacle, c'est souvent quelque chose qu'on a expérimenté soi et pas quelque chose que quelqu'un a expérimenté. Bon, à part si on est là. Enfin, ça dépend, j'imagine, de comment on vit les choses des personnes. Mais en fait, à cette question, j'ai envie de répondre. C'est un peu. Bon, je vais le dire et puis on verra bien, mais en fait, moi je sais maintenant, ça a mis du temps aussi, je pense que j'en parlerai quand ça sera le moment et que j'aurai assez de recul sur ça, mais que je suis surdouée et potentiellement aussi avec certains traits autistiques Asperger. Et c'est assez particulier, enfin j'ai envie de dire c'est à la fois un obstacle et à la fois, c'est pas un obstacle, c'est quelque chose de génial, mais en fait mon obstacle c'était pas tant cette différence, en tout cas d'être un peu différente, enfin d'être hors norme ou de pas fonctionner comme les autres, c'était de me freiner en permanence parce que j'ai pas le même rythme que la plupart des gens, j'ai pas le même fonctionnement que la plupart des gens. Donc sur l'aspect émotionnel de certaines choses et aussi vraiment le rythme d'apprentissage et le rythme de compréhension et de parole, etc. C'est pas facile de vivre dans un monde où tout va trop lentement pour soi. Donc voilà, ça peut faire rire et moi aussi ça me fait rire. Mais c'est je sais très bien que c'est pas du tout pour te moquer ou quoi, mais c'est vraiment une souffrance en fait. Et aussi de pas être compris dans qui on est parce qu'on est sans cesse obligé, enfin moi c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis sans cesse été obligée de m'adapter aux gens autour de moi parce que sinon c'était pas possible, c'est-à-dire que voilà, les autres enfants il y avait un trop gros décalage. Après avec mes parents j'avais envie de parler librement de tout, enfin c'était pas non plus possible. Toute ma vie on m'a dit Jenna parle moins vite, donc maintenant j'ai appris à parler un peu moins vite. Des fois si je m'emballe un peu c'est je me calme, voilà. Et voilà, et toujours d'être au rythme des autres qui n'est pas le sien. Je pense que c'était mon plus gros obstacle. En même temps, ta question c'est comment ça m'a transformée, donc c'est toujours en processus. Mais ça me permet de travailler sur plusieurs choses. Bon, la patience, la tolérance, qui est un truc sur lequel j'ai eu longtemps du mal parce que j'avais tellement cette souffrance de me dire mais personne me comprend et personne va à mon rythme et personne sait me prendre de la bonne façon parce qu'ils comprennent jamais ce qui se passe dans ma tête, ils n'ont pas idée du nombre de pensées, de réflexions et de questions qui peuvent se passer dans ma tête toute la journée.
Donc en même temps ça m'a permis d'aller très vite et de comprendre des choses très rapidement et d'apprendre beaucoup plus vite que la moyenne, et en même temps ça me permet aussi une forme de tolérance et d'acceptation de la vulnérabilité, que moi j'avais beaucoup de mal avec ma vulnérabilité à moi, avec ce qu'on dirait la faiblesse, tu vois, toute forme de lenteur chez moi, si jamais, parce que je suis hypermnésique pour certaines, la plupart des choses très théoriques, je me rappelle de tout très bien, et si jamais j'oubliais quelque chose, je le vivais très mal, hein, très petite, donc en fait toutes ces choses-là un peu particulières ont fait que c'est un énorme travail sur en fait ma propre acceptation de ma vulnérabilité, et donc de la vulnérabilité des autres, de la patience, de la tolérance, toutes ces choses avec lesquelles j'avais du mal en fait avec moi-même, parce que je les reprochais aux autres et j'avais du mal avec celles des autres parce qu'en fait j'avais du mal avec la mienne tout simplement. Et c'est drôle parce qu'on se dit aujourd'hui le chemin que j'ai et le domaine dans lequel je suis, mais en fait c'est une évidence par rapport à ce que j'ai toujours ressenti très, très petite, sauf que j'ai réussi à en faire quelque chose. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Ouais. Ces ressentis que j'avais, cette compréhension du monde si limpide. C'est faire quelque chose de ta différence. Ouais, c'est ça. C'est intéressant que ça nous mène là en fait, parce que quand je t'ai dit obstacle, tu réponds sur quelque chose. Souvent les gens justement vont sur les deuils, les épreuves, et toi tu vas sur un état interne. Et en fait sur le fait d'avoir une grosse différence, et c'est bien, et en fait souvent je vois que chez les entrepreneurs c'est vraiment drôle, je sais pas pourquoi, c'est pas une statistique, c'est pas scientifique, mais je vois beaucoup de profils 10, de hyper potentiels, des gens très différents de la norme en fait qui ont dû surmonter tout ça, mais malheureusement il y a des gens qui le surmontent pas. À l'école, moi je sais que j'étais à un moment dans la classe un peu différente parce que j'étais un peu différent, puis j'avais mes sympas collègues qui me disaient que j'étais dans la classe des gogoles, donc j'étais pas gogol, j'étais juste différent quoi. Mais voilà, la violence de l'école. C'est clair, mais on en fait tous quelque chose, et c'est intéressant que toi ton plus gros obstacle tu définisses un état d'être interne et que ça ait pu t'apporter autant en fait, tout simplement en fait de travailler sur toi, d'être plus tolérant et tout simplement de chercher à t'améliorer. Encore une fois, tu mets pas la faute sur des événements externes. Même quand on te demande le plus gros obstacle, tu parles d'un état d'être interne, donc c'est intéressant. Ouais, c'est vrai, parce que je pense que c'est aussi ce que j'ai choisi de venir expérimenter dans cette vie, et j'apprends tous les jours de plus en plus à l'accepter et à en faire quelque chose. Et c'est pas enfin, je pense, on dirait que je parle comme si j'étais une handicapée, et que je vivais un truc horrible, c'est pas le cas, mais par contre, et ça m'a demandé beaucoup de travail, d'accepter qu'il y a une forme de souffrance dans la différence, ou dans le fait de pas être comme tout le monde, et on est tous différents d'une certaine manière, mais il y a des fonctionnements cognitifs qui sont très différents et qui font qu'on se sent pas du tout à sa place dans le monde qui nous entoure, et face à la plupart du mode de fonctionnement cognitif des autres. Et pour un enfant, en tout cas, ça a été dur à accepter pour moi et à comprendre qu'on puisse pas, on raisonne. En fait, c'est comme tous les enfants, on pense que tout le monde est comme nous. Jusqu'au moment où on réalise la différence, il y a une dissociation qui se fait. Et souvent, c'est là que la souffrance commence à se créer, la colère, mais pourquoi t'es pas comme moi ? Et il y a plein de choses qui se créent très tôt dans l'enfance. Et voilà, et je pense que nos ressentis internes les plus douloureux, toi tu parlais que tu as été timide, voilà, et ben en fait c'est ça qui nous transforme le plus, parce que c'est nous qui l'avons vécu dans notre chair et dans notre... Mais il faut donner une place à ça, même si on a l'impression de se dire non mais c'est pas grave, il y a des gens, ils ont vécu des trucs bien pires, voilà, mais s'autoriser... chacun son expérience. Ouais, voilà, exactement, s'autoriser à... C'est pas une comparaison, c'est pas la guerre de moi j'ai plus souffert. Ouais, mais c'est ça, exactement. S'autoriser à faire remonter finalement ce qui pour nous a été un obstacle, une difficulté, lui donner une place en fait. Ok, bah juste pour le mot de la fin en fait, encore une fois, c'est tout ce que tu dis. Tout ce qui t'est arrivé, t'as réussi à le transformer et à en faire quelque chose de constructif, de positif pour continuer d'être en mouvement, d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment, pour clore l'interview, quelque chose que je veux communiquer à la personne qui écoute. Si toi, là, t'es encore en train d'écouter, c'est quelque chose, moi, qui a changé ma vie. En fait, c'est de comprendre, encore une fois, ce que ça part de l'état d'être, mais aussi du monde intérieur, que rien, en fait, n'arrive par hasard, et que même si ça arrivait par hasard, rien n'arrive pour te mettre à terre, dans le sens où c'est nous qui choisissons ce qu'on en fait. Tout ce qui nous arrive sur la tête, on se prend des seaux d'eau, des pierres, du sable, parfois de l'amour, ça, c'est ce qui nous arrive. Mais comment on l'ingurgite, on le mâche, on le digère, et qu'est-ce qu'on redonne, la réaction elle est à 100% entre nos mains. Et c'est pour ça que dans ce podcast, le thème de la transformation, il m'est vraiment cher, c'est parce que tout est une question de choix. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment toi qui transforme tout, c'est toi qui décides
de ce que tu veux faire, que ça part de ta vision, ton imagination ou des événements qui arrivent, tu les prends et puis t'en fais quelque chose de beau et de constructif et tu continues d'aller de l'avant. Donc merci beaucoup pour ces presque 2 heures d'interview, Jenna. De toute façon, là, je le fais tout le temps, elle sera coupée en 2 parties. Parce que pour moi, c'est toujours. Voilà, il y a le voyage alchimique et puis le business et transformation. Mais du coup, si tu peux juste dire un petit mot sur où est-ce qu'on peut te retrouver, un peu tout ce que tu fais en ce moment, peut-être même s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, que les gens puissent aller un peu chercher sur le net. Ouais, avec joie. Donc voilà, la façon la plus simple de me retrouver, c'est sur mon site, jennablossoms avec un s à la fin.com. Et sinon, je suis sur Instagram, sur Facebook. Et puis, les stages que je faisais pour la saison là sont finis. J'en ai un en Suisse dans 2 semaines qui est complet, me semble-t-il. Mais tu en referas sûrement aussi. J'en ferai l'année prochaine. Il y a des conférences qui devraient venir, mais là, ça y est, la saison, on va dire, des événements est à peu près finie. Donc, ouais, je vous invite à me retrouver également sur YouTube où je partage aussi beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, des méditations, etc. Et je pense que c'est le moyen le plus simple de me retrouver. Voilà. Ok, en tout cas, je vous enjoins vraiment à aller la retrouver dessus. C'est super sympa ce qu'elle fait. Moi, vous me retrouvez comme d'habitude en tapant Magicien Moderne sur tous vos réseaux sociaux. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, allez juste découvrir un peu plus ce que fait Jenna Blossom. Je pense que l'interview vous aura donné envie de creuser un peu plus, d'aller dans ce côté plus intuitif et invisible. Et puis, nous, on se retrouve dans les prochains podcasts. Merci. J'espère que tu as apprécié cette interview partie 2, le voyage alchimique. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. D'ailleurs, dans ce podcast, tu pourras retrouver d'autres interviews, d'autres entrepreneurs inspirants. Je te laisse, tu trouveras si tu es curieux. Et je te rappelle que ce podcast, il est fait pour les magiciens et les magiciennes modernes, ceux qui veulent plus de magie dans leur vie, pour transformer en fait tout simplement ton monde intérieur à travers ton état d'esprit, ton énergie, tes limitations, et pour transformer au final ta réalité extérieure et vivre la magie de la vie. Et plus pour les curieux, tu retrouveras tout ça dans tous les épisodes. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux à quelqu'un que ça peut inspirer en particulier. Et si tu es sur une plateforme de type iTunes où tu peux laisser une note ou un commentaire, vraiment, n'hésite pas, ça te prend 2 minutes et ça me permet de faire connaître ce podcast au plus grand monde et d'impacter positivement de plus en plus de moldus qui veulent devenir des magiciens.